Tout était intact. Le stage de rafting n'avait été qu'une parenthèse, un mauvais rêve dont on s'éveille avec soulagement pour retrouver la sécurité monotone du quotidien. Hervé but une gorgée de son café. Son regard se posa sur le tableau de liège. L'affichette pour le rafting avait disparu. À sa place, une nouvelle feuille de papier, verte cette fois-ci, annonçait un stage de spéléologie dans le Vercors. Découvrez vos profondeurs cachées. Hervé ferma les yeux. Le cycle infernal recommençait. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il reposa son gobelet et machinalement se gratta le nez. Le dernier tic-tac. Part I, la détente du resort. Chapitre 1. Rituals matinaux. La lumière du Jura est une chose à part, surtout à l'aube. Elle n'éclate pas, elle ne s'impose pas, elle se glisse, s'infiltre. C'est une nappe de lait froid qui s'écoule lentement sur les crêtes des montagnes, se déverse dans la vallée et vient lécher les hautes fenêtres de l'atelier. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 50 ans, elle traversa les carreaux sales, chargés de la poussière des décennies, pour venir dessiner des rectangles pâles sur le plancher de bois sombre, un plancher si vieux et si imprégné d'huile qu'il semblait noir et souple comme du cuir. L'odeur de l'atelier était la première chose qui vous saisissait, avant même la lumière ou le silence. Un mélange complexe, presque organique, l'huile de lubrification fine, âcre et minérale, le bois des établis, un parfum sec et résineux, le métal froid des outils et des machines-outils, et, sous-jacente, une note presque imperceptible de tabac froid et de café, fantôme des jours et des nuits passées entre ces murs. Jean-Claude fut le premier à arriver. Il ne marchait pas, il prenait possession de l'espace. Ses pas étaient lourds, mesurés, le son de ses semelles sur le parquet, une percussion familière qui semblait donner le la au silence. À 60 ans passés, il avait la carrure d'un homme qui avait passé sa vie courbé sur un établi, les épaules légèrement voûtées, mais le cou puissant. Ses mains, posées sur le zang de la petite kitchenette, étaient des cartes géographiques de sa vie, des paumes larges, des doigts étonnamment agiles malgré leur épaisseur, des jointures marquées de cicatrices fines et blanches, et des ongles perpétuellement bordés d'un liseré sombre que nul savon ne pouvait effacer. Son visage était un paysage buriné par le temps et la concentration, des rides profondes partant des coins de ses des yeux d'un bleu délavé, habitué à sonder l'infiniment petit. Sa première action, son rituel immuable, fut de mettre en marche la vieille machine à café. L'appareil tout sauta, crachota, puis commença à distiller un liquide noir dans la verseuse en verre. Jean-Claude le regarda couler avec un air de profond mépris. Il grommela pour lui-même, mais assez fort pour que les murs l'entendent. Même le café n'a plus d'âme. C'était une plainte récurrente, un détail trivial qui contenait toute l'amertume du monde. Pour lui, le café d'aujourd'hui, acheté en gros par la direction, était comme les montres qu'on fabriquait en série à l'autre bout du monde. Sans caractère, sans histoire, un produit de consommation et non plus une création. Une métaphore de la lente déliquescence de tout ce en quoi il croyait. La porte de l'atelier s'ouvrit de nouveau, cette fois sans un bruit. Hervé se glissa à l'intérieur comme une ombre. À 35 ans, il avait conservé l'allure d'un adolescent mal à l'aise dans son propre corps. Il était grand, mince, et ses mouvements étaient d'une précision et d'une retenue qui frôlaient l'auto-effacement. Il semblait toujours chercher à occuper le moins d'espace possible, à faire le moins de bruit possible, comme s'il s'excusait d'exister. Il portait des lunettes à monture fine qui glissaient souvent sur son nez et qu'il remontait d'un geste nerveux et répétitif. Il murmura un « Bonjour, Jean-Claude » qui fut à peine audible. « Hervé » répondit Jean-Claude sans se retourner, le ton neutre. Hervé ne se servit pas de café. Il alla directement à son établi le plus reculé, près de la fenêtre qui donnait sur la cour. Il enfila sa blouse grise, l'ajusta méticuleusement puis commença à disposer ses outils avec la minutie d'un chirurgien préparant une opération. Bruxelles, tournevis de précision, pick wheel. Chaque objet retrouvait sa place exacte sur un petit carré de feutre vert. Ce rituel était sa manière de mettre de l'ordre dans le monde, ou du moins dans le petit périmètre de son existence. Le troisième son fut un claquement sec. La porte, poussée avec force, heurta le mur. Eliane entra et avec elle une bouffée d'air froid et une énergie qui semblait presque agressive dans le calme de l'atelier. Elle était la seule femme parmi les artisans. La quarantaine, le cheveu court et noir, le regard perçant. Elle ne marchait pas. Elle martelait le sol de ses bottines. Elle jeta son sac sur une chaise, le bruit sourd résonnant comme un coup de feu. La machine est en route?
Bien, lança-t-elle d'une voix claire et forte qui contrastait avec le murmure d'Hervé. Elle se servit une tasse de café, le but d'un trait grimaça. Toujours aussi dégueulasse. On dirait du jus de chaussette. C'est le progrès, ma petite, rétorqua Jean-Claude avec une ironie lasse. Moins cher, moins bon. La devise de notre époque. Leur conversation matinale était une tapisserie tissée de ces plaintes banales, de ces observations sur le temps, la fatigue, les petites misères du quotidien. C'était une monnaie d'échange, une façon de prendre la température de l'humeur de chacun sans jamais avoir à poser de questions directes. C'était surtout une manière de ne pas parler de la véritable angoisse qui flottait dans l'air, aussi palpable que l'odeur d'huile. Une angoisse qui avait un nom, le rachat. La rumeur enflait depuis des semaines. Un grand groupe parisien voulait acquérir leur petite manufacture, dernière survivante d'une industrie autrefois florissante dans la vallée. Personne ne savait ce que cela signifiait vraiment, mais tous sentaient que c'était la fin d'un monde. Alors, ils parlaient du café, du temps qu'il faisait, des courbatures. C'était leur rempart contre le chaos, un rituel fragile pour tenir à distance une réalité terrifiante qu'ils ne maîtrisaient pas. Chapitre 2. La célébration malvenue. Vers 10 heures, alors que l'atelier avait trouvé son rythme de croisière, un concert discret de cliquetis métalliques, de grincements doux et de murmures concentrés, la porte s'ouvrit sur Sylvain. Il était le fils du propriétaire, un jeune homme d'une trentaine d'années dont l'enthousiasme constant semblait déplacé, presque indécent, dans cet univers de patience et de tradition. Il portait un polo de couleur vive et un sourire si large qu'il en paraissait forcé. Dans ses mains, il tenait un rouleau de papier glacé. « Bonjour à tous », lança-t-il d'une voix trop enjouée. Quelques grognements lui répondirent. Seul Hervé leva la tête et esquissa un vague sourire. Sylvain se dirigea vers le grand tableau d'affichage en liège, où étaient épinglées des notes de service jaunies et le calendrier des pompiers de l'année précédente. Avec un geste théâtral, il déroula son affiche. Elle représentait des gens hilars dans un bateau pneumatique dévalant des rapides écumants. En grosses lettres colorées, on pouvait lire. Pour fêter notre anniversaire, l'atelier vous offre une journée rafting. Esprit d'équipe, aventure et convivialité. Un silence glacial s'abattit sur l'atelier. Le seul son était le tic-tac régulier d'un mouvement de chronographe que Jean-Claude testait à l'oreille. « Alors, qu'est-ce que vous en dites ?» demanda Sylvain, son sourire commençant à fléchir. « C'est pour le 26 du mois. Un samedi. Tout est pris en charge par l'entreprise. » Eliane fut la première à réagir. Elle leva les yeux de la boîte de montres qu'elle était en train de polir, son chiffon s'immobilisant. « Le 26? C'est un samedi, vous dites? »« Oui, pour ne pas perturber la production. »« Je ne peux pas, dit-elle d'un ton plat. J'ai mon fils ce week-end-là. Je suis seul avec lui. » Le refus était poli, mais ferme. L'enthousiasme de Sylvain se dégonfla encore un peu. Il se tourna vers Hervé, l'air suppliant. « Hervé, ça te dirait, non? Un peu d'air frais? » Hervé devint rouge pivoine. Il se tortilla sur son tabouret, ses mains se tordant sous l'établi. « Oh, non, je ne crois pas. Le 26, c'est le jour où je fais les grosses courses pour ma mère. Et puis, elle n'aime pas rester seule trop longtemps. Vous comprenez. » C'était plus qu'une excuse. C'était la vérité pesante de sa vie. Une chaîne invisible qui le liait à son petit appartement et à sa mère malade. Sylvain, incapable de percevoir la profondeur de ce drame quotidien, ne vit qu'un autre refus. Son regard balaya l'atelier, cherchant un allié, et se posa sur Jean-Claude. Le vieil horloger n'avait pas bougé. Il tenait toujours le mouvement près de son oreille, les yeux fermés, comme s'il était dans un autre monde. « Jean-Claude, vous, un homme d'action, ça doit vous parler, non? » Jean-Claude ouvrit les yeux. Il posa délicatement le mouvement sur son support et fixa Sylvain d'un regard si intense que le jeune homme recula d'un pas. « Le rafting, » dit Jean-Claude lentement, comme s'il goûtait un mot étranger et absurde. « Frayeur, vomi et courbature, ils ne mettent pas ça dans la brochure, hein? » Il eut un petit rire sec, sans joie. « Non, merci, j'ai passé l'âge de ces singeries. » L'humiliation de Sylvain était totale. Son initiative, qu'il imaginait comme un geste fédérateur, venait de se fracasser contre le mur de la réalité de ses employés. Une réalité faite de garde d'enfants, de parents malades, de fatigue accumulée et d'une fierté silencieuse qui rejetait ses tentatives maladroites de camaraderie forcée. Il ne comprenait pas que pour ces gens, l'esprit d'équipe ne se construisait pas en pagayant sur une rivière, mais ici, dans le silence partagé de l'atelier, dans l'entraide d'un geste,
dans le respect mutuel pour le savoir-faire de l'autre. Son offre de lit, de camp et de convivialité était une insulte